suis très fier d'être avec vous aujourd'hui. On va régler des choses tout de suite. Je suis clairement le moins intelligent de vos invités depuis ce matin. Philosophe, mathématicien, entrepreneur, bon. Et sûrement le plus polluant aussi. J'étais gêné de mettre 5300 km pour venir vous voir pour l'impact carbone. Vous avez une expression en France que j'aime beaucoup, le BSP, le bon sens paysan. J'ai amené d'ailleurs cette phrase-là au Québec. Là, je veux qu'on passe 40 minutes. La place là, vous avez faim, les Français, là, vous, c'est important, le déjeuner, bon. Mais je veux vraiment qu'on soit dans la simplicité. Parce que vous savez, en période de rupture, ce qui est important, c'est le courage. C'est facile à dire. Pour atteindre le courage, il faut deux choses. La clarté et la simplicité. Et on va parler aujourd'hui de RH. On parle d'équipe, on parle de gagner ensemble, on parle de collectif. Comment on fait pour bâtir la fierté de nos troupes en 2025? Puis ça a été la grande question que je me suis posée. Et aujourd'hui, en toute humilité, je ne suis pas un gourou d'absolument rien, mais j'ai compris l'importance de bâtir la fierté quand j'ai perdu mes gens. Puis vous savez, j'ai toujours, pour les gens qui ne me connaissent pas, comme la plupart d'ici, je suis quelqu'un par défaut en feu. Mais quand j'ai perdu 20% de mes collaborateurs suite à plusieurs acquisitions, je ne me suis jamais senti aussi fatigué, épuisé. Je me suis remis en question. Puis c'est là que j'ai compris que ma borne de recharge en tant qu'entrepreneur, c'est quand je me sens connecté avec mon équipe. Fait que la connexion avec une équipe, comment on fait pour atteindre ce niveau de fierté et de fidélité avec nos équipes? Donc, on va prendre un 35-40 minutes ensemble et je vais vous partager les bases. Les bases de ce que j'ai appris. En passant, je dis toujours que je ne suis pas très intelligent, mais je suis entouré de gens intelligents. Puis j'ai rencontré des gens intelligents. Puis l'idée, c'est comment on peut récolter ces bonnes pratiques-là, puis en faire une méthodologie, une approche, puis on va vous parler dans un langage très, très simple, les non négociables à implanter dans une organisation en 2025. Parce que la fidélisation, elle nous a apporté des non négociables. Puis pour mettre un peu la base de ce qu'on va discuter aujourd'hui, j'accompagne un client que son entreprise est à Montréal. Il me dit, Martin, il dit, d'après moi, il dit, j'ai besoin que tu viennes nous aider parce que, il dit, j'ai embauché un nouveau collaborateur lundi. Il a quitté par la fenêtre à 11 heures, à sa première journée de travail. Sans passant, là, vous ne comprenez pas à quel point qu'au Québec, c'est le bordel en ce moment. On est 8 millions d'habitants. Il y a 200 000 postes disponibles en ce moment sur notre marché. Ça fait 10 ans qu'on chasse les bonnes pratiques à mettre en place pour garantir la rétention de nos équipes. On a essayé toutes sortes de trucs. On va en parler d'ailleurs. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de faire un peu de ménage dans tout ça. Puis moi, je vais vous partager des choses qui ont réellement fonctionné. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que je l'ai vu, je l'ai mesuré dans des organisations. On se lance. Savez-vous pourquoi? Parce que parfois, on a l'impression que les nouvelles générations, j'entendais parler un peu il y a quelques minutes, on parlait un peu de la mentalité des jeunes générations qui a changé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un jeune, un humain, peut quitter une organisation par la fenêtre à Montréal? Pour la plupart d'entre nous, là, moi, j'aurais fait ça dans ma ville là, il y a 20 ans. Là, j'aurais été barré dans la ville. Il aurait fallu que je déménage. Je vous mets en contexte. Moi, ça fait 25 ans que je suis marié avec une femme qui s'appelle Audrey Smith. Je demeurais dans une ville qui s'appelait Granby. Même les Québécois ne connaissent pas la ville de Granby. Faites-vous-en pas, c'est pas grave. Mais je demeurais à peu près 15 minutes de marche d'un vidéoclub. Vous vous rappelez l'époque où on allait dans des vidéoclubs?
On dirait que je parle d'avant Jésus-Christ. Mais moi, je partais avec Audrey, je marchais 15 minutes, moins 42 degrés, 2 mètres de neige, j'allais louer mon film. Je revenais chez nous, je m'installais avec ma petite couverte, mon chien, le popcorn dans le... Vous savez quand on faisait... en tout cas, bref. Mais quand je démarrais mon film et que je réalisais après 30 minutes que le film que je venais de louer était de la merde, je l'écoutais jusqu'à la fin. Est-ce que vous réalisez qu'à une époque, en Normandie, on écoutait des films de merde jusqu'à la fin? Aujourd'hui, je me branche sur Netflix. Si ma femme, elle n'aime pas la chanson du début, c'est mort. Merci, vous êtes gentil. Pourquoi je vous parle de ça? C'est là que je dis ma première phrase, je pense, intelligente. L'abondance réduit la tolérance. L'abondance de films a réduit ma tolérance à un film de merde. L'abondance d'emploi réduit ma tolérance à un manager de merde. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est un mauvais collaborateur, c'est quelqu'un qui mérite sa place dans notre organisation, mais sur la chaise du management. Est-ce qu'il est un bon manager ou non? On se lance avec la présentation. On va passer par trois sujets principaux. 1, la vraie culture d'entreprise. 2, les pièges à éviter. Et 3, la méthode LEAD. Je veux que vous compreniez quelque chose. Mon objectif aujourd'hui n'est pas de vous inspirer. Je veux vous outiller, puis je veux que si je fais un bon travail, là, dans 40 minutes, vous allez comprendre des choses que vous allez être capable de mettre en pratique à court terme, simple, et qui va amener un impact sur la rétention de vos équipes mesurable. Si je vous pose la question, est-ce qu'une culture d'entreprise s'est rendue primordiale pour garantir la fidélisation de nos équipes en 2025? Vous allez me dire quoi? Je trouve un peu timide, mais bon. OK, parfait. Mais c'est quoi la culture d'entreprise? Si vous me dites que c'est important et que c'est non négociable, il faut que ce soit clair, les amis. Puis je vous le dis, là, je passe ma vie à faire des conférences partout. Tout le monde me dit oui, puis quand je demande c'est quoi une culture d'entreprise, j'entends les mouches voler. On va commencer par clarifier ça, la vraie culture d'entreprise. Statistiques à retenir. 88, 75. 88 % des collaborateurs seraient déçus de perdre leur équipe, mais 75 % des collaborateurs quittent un manager direct. Donc, ce n'est pas compliqué, les amis. Les collaborateurs, ils restent chez vous pour leurs collègues et ils quittent à cause de vos managers. Et c'est la même chose chez nous. Puis je veux que vous compreniez quelque chose. Je suis exactement dans la même réalité que vous. Si je veux garder mes gens fiers, puis je veux garantir la rétention de mes employés chez Team Factory, je dois 100% respecter ce que je vous dis ce matin. Autre statistique à retenir. Une culture d'entreprise, c'est composé de 3 choses, les amis. 1, oui, on doit être une entreprise attractive. Mais il ne faut pas se perdre là-dedans. Regardez, c'est 25 % de la fierté de nos équipes. Fait que oui, la marque employeur, oui, faire des beaux logos. On a tous changé nos logos, hein, ils sont tous beaux maintenant, nos logos. Là. Oui, de mieux recruter. Puis là, vous allez voir tantôt, je vais parler, mettre des murs végétaux. Hein, mettre des murs végétaux, c'est bon, ça. Mais c'est 25 %. Ça va nous aider à attirer des gens, oui. Mais le 75 % de la fierté de nos équipes est composé d'un management de qualité et des équipes de travail qui sont fières. Vous savez, j'ai le privilège, on a accompagné près de 450 organisations dans le monde.
Moi, quand je visite une entreprise, je me mets toujours environ 2 mètres derrière la personne qui me fait visiter, exemple, son industrie, ses bureaux, etc. Je vous dis, après 5 minutes, je suis capable de vous faire un diagnostic sur la culture d'entreprise. Juste par l'interaction que les collaborateurs vont avoir avec l'individu que je suis. Donc, 3 éléments importants. Oui, on ne peut pas ressembler à une entreprise des années 80. Oui, on a besoin de rafraîchir certains éléments. Mais il faut surtout miser sur nos managers. Tu sais, vous savez, je veux qu'on s'outille aujourd'hui, qu'on fait juste se poser les bonnes questions. Je pourrais arrêter ma conférence dans 2 secondes. Je vous laisserai sur une chose. Est-ce que vous travailleriez 40 heures semaine pour chacun de vos managers? Vous demandez à des gens de le faire, hein? Fait que donc, vous comprenez l'importance de nos managers. Puis, mais c'est quoi le management en 2025? On va devoir clarifier le rôle de nos managers. Et ça, on va en parler un petit peu plus tard. On va parler de pièges à éviter. Un des premiers pièges, pas être clair sur le rôle et responsabilités. Qui est imputable de quoi? Vous voyez ici mon image? Rien de scientifique, vous voyez? Un seau avec de l'eau. Le recrutement du personnel, intégrer des gens dans notre organisation, ouvrir le robinet. Oui, marque employeur, ressources humaines. Ils font des miracles pour essayer de trouver une façon d'attirer des gens dans notre organisation. Mais ça, ce n'est pas ma spécialité. Vous avez des gens incroyables pour s'occuper de ça. Moi, ma question, c'est un coup que l'individu a intégré mon organisation. La rétention du personnel, ça, c'est notre science. Qui est imputable de ce rôle-là aujourd'hui? C'est le management. Souvent, on a nommé des managers, évidemment, qui étaient extrêmement compétents techniquement dans leur métier. Mais est-ce qu'ils sont compétents dans leur rôle de management? Est-ce qu'ils ont compris que le rôle principal d'un manager aujourd'hui, en 2025, c'est de bâtir et de protéger la fierté d'une équipe? Puis ça, là, souvent, je vous le dis, on les a nommés pour leurs compétences techniques, on les évalue de façon annuelle sur leurs compétences techniques, mais ce qu'on s'attend d'eux, c'est qu'ils fidélisent leurs équipes. Fait qu'il y a un manque de clarté. Fait que donc, ce qu'il faut pour amener les bases d'une bonne stratégie organisationnelle, oui, on va créer une marque employeur, oui, on va modifier certaines choses pour attirer des collaborateurs, mais vous devez mettre le même niveau d'énergie dans la rétention du personnel. Ça ne sert absolument à rien d'ouvrir le robinet à fond, puis de perdre ces gens-là. Et ça vous coûte une fortune. Le recrutement, l'intégration et la montée en compétences coûtent une fortune à nos organisations. Deuxième élément. Pensez que le confort impacte la rétention. Ça, là, je peux vous le dire, en Amérique, on s'est perdu là-dedans. On a tout essayé. Les murs végétaux, la bière en fût, les beanbags, les tables de baby-foot, là. Dans toutes les organisations que j'ai accompagnées dans le monde, pas une seule a été capable de me prouver sur un fichier Excel l'impact sur la rétention du personnel suite à l'implantation d'éléments comme ça. Puis nous, on pense que c'est ça le futur du travail. On a parlé tantôt que j'ai fait le tour, je me suis promené avec une équipe, on a visité, on a fait près de 100 000 kilomètres. On est parti de Drummondville, on est allé dans l'Ouest canadien, ensuite l'Ouest américain. Bon, on a visité toutes sortes d'organisations. Puis on est allé visiter les grands classiques, là. Vous savez, le Facebook, Google, Netflix.
C'est assez impressionnant quand même. Quand on arrive chez Facebook, on rentre dans le parking, vous dites, hein, vous? Vous parlez bien anglais, les Français. Donc, fait qu'on rentre dans le stationnement, puis là, on voit, il y a des caravanes sur le côté. Ils offrent des services gratuits à tous les collaborateurs. Que ce soit les massages, le service dentaire, coupe de cheveux. C'est gratuit pour tous les employés. Vous arrivez le matin, avant 7 heures, on vous paie le repas. Vous quittez après 19 heures, on vous donne le repas à vous et votre famille gratuit. Il y a même des salles noires pour aller dormir. On a pensé que dormir au boulot, ça pourrait être bon. Tu sais, quand je vous dis qu'on s'est perdu un peu, là. Puis vous savez, quand j'ai discuté avec les gens aux ressources humaines, moi, j'étais un gars de data. Savez-vous combien d'années en moyenne un collaborateur reste chez Facebook? Parce que là, on se disait, hey, c'est le paradis sur Terre. C'est ça qu'on essaie de mettre en place, nous, là, ces univers-là, là, avec nos moyens. Combien d'années en moyenne un employé reste chez Facebook? 1 an et demi. Ah. Si vous avez un plan de garder vos collaborateurs 1 an et demi, c'est super. C'est parfait. Et vous savez ce qui m'a frappé? C'est quand j'ai parlé, moi, ce que j'aime, c'est d'essayer de comprendre l'intelligence derrière ça. Pourquoi? Et là, ce qui m'a frappé, c'est quand j'ai parlé aux gens aux ressources humaines, ils m'ont dit, « Martin, on ne veut pas garder nos gens. » Oh! OK, on n'est pas tout à fait dans la même mission, nous autres, là, OK? Ils m'ont expliqué que dans une entreprise technologique comme Google, comme Facebook, ils se nourrissent d'innovation. Donc, si les collaborateurs que j'ai devant moi, ils ont inventé Instagram, ce n'est pas eux qui vont avoir la capacité de penser qu'est-ce qui va battre Instagram. Donc, ces gens-là doivent partir, on doit rentrer une nouvelle cohorte de gens pour chercher de l'innovation. Donc, tout ça, ces concepts-là, sont faits pour attirer des gens, mais pas pour les garder. Ça sert à rien de se perdre dans tout ça. Puis en passant, je ne suis pas en campagne en Normandie contre les murs végétaux. Ce n'est pas ça, là. Mais il faut juste être honnête envers l'impact que mon mur végétaux va avoir. Est-ce que mon mur végétal va me permettre d'attirer? Peut-être. Est-ce que mon mur végétal va me permettre de retenir mes gens? Non. On continue. On sous-estime l'impact de notre management. Perdre un collaborateur qui a plus de 6 mois d'ancienneté coûte en moyenne 37 % de son salaire annuel pour le remplacer. On ne réalise pas le bénéfice net que nos organisations perdent directement causé aux problèmes de rétention. Perdre quelqu'un qui a 6 mois d'expertise, dans lequel on a investi pendant 6 mois, le perdre, retourner sur le marché, recruter un individu, passer des entrevues, des entretiens, vous dites en France, hein? L'intégrer, le former, toutes les erreurs qu'un nouveau fait. Vous savez, là, la palette à l'expédition, bang, OK, bon, on vient de perdre du matériel, OK, reculer avec le camion, bang, brise le camion. Vive les nouveaux. Ça, c'est de l'argent qu'on investit dans un nouveau. Quand le nouveau atteint finalement son autonomie, bien, ça coûte 37 % en moyenne du salaire de la personne qu'on a perdue. Si on garde ça en tête, deuxième chiffre, 89 % des managers de proximité déclarent ne pas avoir été convenablement préparés à leur rôle. Fait que d'un côté, on a un problème de rétention qui nous coûte une fortune, puis de l'autre côté, on a des managers qui n'ont aucune idée quoi faire. La méthode LEAD, je vous explique. Toute notre approche a été inspirée du sport. D'ailleurs, je suis très fier, j'ai des gens de mon équipe française avec moi aujourd'hui. Stéphane Loison. Stéphane Loison, c'est lui qui a été
derrière un peu cette science-là. Quand j'ai rencontré cet homme-là, joueur de rugby, ancien président du football club de Annecy, il a porté le flambeau olympique pour les Jeux de Paris. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait avec moi d'ailleurs, mais bon, je suis très content. Et lui m'a parlé de schématique d'équipe. Là, je vais vous parler un peu de hockey. C'est plus simple pour moi. Mais qu'est-ce qui fait que quand les Canadiens de Montréal jouent contre Toronto, ce n'est pas les mêmes trios sur la glace quand on joue contre Boston? C'est parce qu'il y a des spécialistes qui font de la schématique d'équipe et qui comprennent exactement à quelle minute, combien de temps, dans quel rôle on doit le mettre sur la glace, et c'est ça qui va augmenter nos chances de gagner la Coupe. Pourquoi cette science-là n'existe pas dans nos organisations? C'est la même chose. On a un objectif commun, gagner la Coupe. Puis c'est pour ça que nous, il y a 6 ans, on a développé une méthodologie qui nous aide à créer cette schématique-là des forces pour comprendre comment utiliser les zones de génie de nos collaborateurs. Le succès d'une entreprise, c'est simple, les amis. Les bonnes personnes dans le bon rôle. Ça, on le contrôle. Oui, on parlait beaucoup de rupture. Et oui, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, que ce soit politique, environnement, industrie. Mais où mettre nos gens dans notre organisation? Oui, on le contrôle. Et ça, je vous dis, c'est le plus grand gage de garantie pour être capable de combattre une rupture. Il faut le gagner en équipe. Je vous ai parlé de mon ami Stéphane Loison. J'ai rencontré un autre homme qui m'a beaucoup inspiré aux États-Unis. Ça fait 4 fois qu'il achète des organisations et il les fait exploser positivement. Là. La dernière entreprise que ce mec-là a achetée, 125 millions de chiffre d'affaires en dollars américains, 25 ans d'histoire. Quand même pas une petite start-up, là. Puis moi, vous savez, 4 fois, ça me fait chier, ça. Parce qu'une fois, je me dis, il a été chanceux, je me rendors, tout va bien. 4 fois? Ah, ça fait chier, ça. J'ai eu le privilège de manger avec cet homme-là. Ils ont écrit des livres sur lui aux États-Unis. Puis il me dit, Martin, il dit, je lis ces livres-là, je ne les comprends pas. Il dit, je ne fais pas ça. Très simple. Je vous ai dit, si on veut être courageux, ça doit être clair et simple. Et lui, il m'a expliqué quelque chose. Il me dit, Martin, il dit, je vais te simplifier ça. Il dit, es-tu prêt? Il dit, je vais te faire une formation sur le leadership en 22 secondes. Il dit, moi, je ne fais pas ça, là, des 48 heures, comment devenir inspirant, puis on s'en va en forêt. Là. Il dit, non, moi, je ne fais pas ça. Je n'ai pas le temps de faire ça. Il dit, Martin, c'est quoi la différence entre un manager puis un manager qui a du leadership? Il dit, c'est pas compliqué, Martin. Le manager, on le suit. Le manager qui a du leadership, on a envie de le suivre. Fin de la formation sur le leadership. C'est mal, hein? Il dit, j'ai compris une chose. Il dit, si je veux garantir le succès de mes entreprises avec la pénurie de main-d'œuvre et la chasse au talent, je n'ai pas le droit de tolérer un manager qu'on n'a pas envie de suivre. Maintenant, tout ça aboutit à une méthodologie. Je vous partage le bateau. Je vous annonce, là, vous allez dormir avec mon bateau ce soir. On a parlé de schématique sportive. En passant, je m'excuse, je vois plein de monde qui prend des photos. Il va y avoir un code QR à la fin, vous allez pouvoir télécharger en passant le truc. Bon, il est un peu tard, là, mais bon. Schématique d'équipe. Mais là, il faut s'outiller. C'est facile à dire, là. Mais de quelle façon qu'on va le faire? Puis dans le respect de nos individus. Le but, il faut que ce soit constructif. On n'est pas en mode jugement. Mais en ce moment, j'ai une équipe et je dois gagner la coupe. Bon. Pour nous, ce n'est pas compliqué. Un humain dans une organisation, c'est un cœur, 2 mains. On va simplifier ça, les RH, les amis. Là.
C'est un cœur, deux mains. On est ça dans la salle, 1500 humains avec un cœur, deux mains. Le cœur, on le mesure avec une lettre, A, B, C, D. Avec ça, on mesure le niveau d'engagement d'un collaborateur et sa capacité d'influence, négative ou positive. Mais est-ce qu'il a un pouvoir d'influence? Et ensuite, on additionne à ça un chiffre. 1, 2, 3, 4. Là, on mesure son niveau d'expertise technique. Je vous explique pourquoi que nous, dans notre système, on sépare la notion de cœur-main. Martin de la Rousseville, quand il a intégré une usine de soudure en 1997, j'étais tellement content à la base d'avoir un emploi. Là, je gagnais 14 $. Puis là, je me rappelle de ma femme qui m'attend sur le balcon parce que là, j'ai une usine qui vient de m'appeler. Puis là, je vais monter à 18,50 $. Notre vie vient de changer. Donc, moi, là, par défaut, en me faisant engager, je donnais mon cœur et mes mains. Est-ce que j'allais briller dans les yeux de mon manager? Est-ce que j'allais avoir un plan de développement personnel clair? Ça, je ne me suis jamais posé la question. J'avais une job. Dans un univers où la chasse au talent est aussi agressive qu'aujourd'hui en France, ce qui se passe, c'est quand on embauche un humain, on embauche des mains, une compétence technique, mais le cœur ne vient pas par défaut. Ça se peut que vous avez des collaborateurs aujourd'hui qui vous donnent 35-40 heures de travail, vous louez leurs mains pour 40 heures semaine, mais que le cœur est resté soit dans leur ancien employeur ou peut-être dans le futur. Mais il n'est peut-être pas chez vous. La fierté. Porter le maillot. Donc, là, préparez-vous, là, vous allez voir vos collaborateurs puis vos managers passer comme des cartes de joueurs dans votre tête. Là. C'est correct. On va prendre une photographie instantée de notre entreprise. Puis pensez surtout à vos managers en ce moment. En moyenne, dans nos organisations françaises, suite à un sondage de Gallup, on a 1A, 2B, 5C, 2D. C'est qui un D? C'est qui un D? Qui est négatif, désaligné avec votre vision d'entreprise, toxique, influence négativement des collègues. Tu sais, vous savez, là, c'est le collaborateur qu'on embauche, puis on embauche un nouveau collaborateur, puis on voit là, que il est en train de manger avec un dé. On fait « Oh merde, il va... Oh merde. » Ou pire, ils font du covoiturage. Oh! Celui-là, là, c'est un dé. Il y a deux types de dés. Le dernier dé, lui qui saute en bas, souvent c'est générationnel. Réalisez-vous qu'il y a 2 générations de travailleurs en ce moment en France qui n'ont jamais connu la peur de perdre un emploi. Donc lui, il a fait une entrevue, un entretien avec votre personne aux ressources humaines, on lui a promis la carrière de sa vie, vient joindre une famille, notre culture d'entreprise est exceptionnelle, on ne sait pas c'est quoi, mais c'est exceptionnel. Et lui est arrivé à son premier jour de travail en arrière de Thierry, qui l'a ramené en 1982. 3 jours, il est parti. L'abondance réduit la tolérance. Mais le deuxième, lui, il m'énerve. Ça peut être aussi générationnel. Quelqu'un qui a connu la peur de perdre un emploi, puis qu'aujourd'hui a 57, 58 ans, lui, il voudrait démissionner, mais sa femme ne veut pas. Lui, par exemple,
Il adore quand vous perdez des collaborateurs. Ah, ça le rassure, ça. Je le savais que c'est de la merde, Minou. On en a perdu 3 cette semaine, mais lui, il va rentrer lundi matin. Les C. Est-ce que c'est des mauvais collaborateurs, ça, les C? Soyez gentils, hein, c'est la moitié de votre entreprise. Hein? Un C, ça, on a beaucoup plus de C sur le marché français qu'on avait il y a 10 ou 20 ans. Pourquoi? L'ouverture aux opportunités. C'est un collab, il peut être influençable. Vous savez, le collaborateur que je mets dans une équipe le matin, tout le monde est tatoué par votre entreprise, fait que lui, il dit tout est beau, tout est parfait, on est bien ici. Ensuite, il tombe dans une équipe où tout le monde dit que c'est de la merde chez vous. Ah ben là, il dit que c'est de la merde. Et ça peut être la même journée. Hein? Le C, c'est le collaborateur que je regarde dans les yeux, puis je me pose la question, est-ce qu'il est encore dans notre entreprise dans 3 ans? Je ne suis pas capable de dire oui. Tu sais, vous savez, là, le collaborateur qu'on se dit, Thierry, est-ce qu'il est encore là? Puis là, le monde, ils disent oui. Hey, il est bon pareil, hein? Parce qu'on pensait l'avoir perdu à chaque année. On a l'impression qu'à chaque année, on renouvelle nos vœux. On va refaire une autre année. Il va peut-être être avec vous pendant 10 ans, mais on a pensé le perdre à tous les ans. Imaginez que notre manager est un C. Comment voulez-vous qu'un manager C transmette plus de fierté que la sienne? C'est important d'identifier nos C dans une organisation. Pourquoi? Il y a un grand potentiel à tatouer ces gens-là. Si on outille et on forme notre management, on est capable d'aller tatouer un bon pourcentage. Ça, d'ailleurs, dans la salle Gatsby, cet après-midi, on s'arrête exactement sur une méthodologie. Comment on fait pour tatouer, faire avancer dans le bateau un C? Une méthode très simple. A et B. Des gens tatoués. Des gens fiers. Des gens qui se voient à long terme. Tu sais, vous savez, un A et un B vous amène sa démission. Ah, vous restez surpris, hein? Un C, on fait semblant d'être surpris. On est bon, hein? On fait semblant. Hey, je ne l'ai pas vu venir. Mais dans le fond, on pensait se rendre en 2026. Mais c'est ça qui nous a surpris. A et B, par exemple, on reste vraiment surpris. Il y a une énorme différence entre les A et les B. Oui, tatoués, oui, fiers, oui, des gens qui se voient à long terme dans notre organisation. Par contre, le B, la façon qu'il veut nous démontrer sa fierté par la qualité de son travail, son assiduité, l'intensité qu'il va donner dans son travail. Mais le B n'a pas envie de manager des gens. C'est un fier métier. Tandis que le A, lui, il est animé par la capacité d'aller chercher le cœur de ses troupes, gagner en équipe. Il pense team. Moi, je pars de l'idée, les amis, que tous nos collaborateurs, là, c'est tous des sportifs d'élite. Là, vous allez peut-être me dire, c'est parce que tu n'as pas vu mon équipe, là, mais bon. Mais je pars dans l'idée, OK, on est positif. Là, moi, je pars dans l'idée, vos collaborateurs sont tous extraordinaires, des joueurs élites. Par contre, il y a 2 types de sport. Il y a du sport individuel et du sport collectif. Est-ce que ça se peut que là, j'analyse mon manager, puis je réalise que c'est un excellent joueur de tennis. Fédéraire. Mais ce n'est pas nécessairement un joueur d'équipe. Et ça, là, c'est vraiment important. Mettons, on prend l'exemple de football américain. Le football américain, vous savez, il y a le quarterback qui pense la stratégie, puis il y a le receveur de ballon. Lui, il court. Le receveur, là, est-ce que vraiment c'est quelqu'un qui travaille en équipe? Pas tant. Lui, il reçoit le ballon,
c'est un courageux, c'est un guerrier, il se retourne, j'ai 42 verges à faire, baisse la tête puis il fonce. Un guerrier extraordinaire. Le quarterback, lui, il pense team. Lui, il pense stratégie d'équipe. Mais prendre un excellent collaborateur, expert métier, qui est un guerrier comme mon receveur, et je le mets manager, c'est comme je prends mon receveur puis je le mets quarterback. Puis je me demande pourquoi il ne performe pas. Ce n'est pas le même câblage. Vous avez besoin de vos receveurs. Puis souvent, l'erreur dans nos entreprises, c'est qu'on ne valorise pas assez la compétence technique. Moi, je vous donne 2 balles. À droite, vous avez votre meilleur technicien, l'expert du métier. Et de l'autre côté, vous avez votre meilleur manager. Je vous demande de lâcher une balle. Difficile, hein? Là, je vous dis, là, aujourd'hui, là, dans le contexte, vous allez dire, ah, je vais miser sur mon management. Lundi, dans la merde, là, vous allez rappeler votre expert technique, je vous le dis. On a besoin des deux. Donc, c'est pour ça que c'est important de créer des schématiques d'équipe et de comprendre exactement dans quel rôle on doit mettre notre personne pour qu'elle brille et la rapprocher le plus possible de sa zone de génie. Et ça nous permet de faire des schématiques d'équipe. Donc, nous, on se spécialise pour bâtir les trios pour gagner la coupe. Facile, un coup qu'on a cartographié chacun de nos joueurs. Quelles sont les qualités d'un manager qu'on a envie de suivre? Je termine là-dessus. Parce que là on n'arrête pas de parler, là, un manager qu'on a envie de suivre. C'est important, on ne peut pas tolérer un manager qu'on n'a pas envie de suivre. Mais c'est quoi? C'est qui? 4 qualités. Il y a 4 qualités qui sont non négociables pour être un manager qu'on a envie de suivre. Et ça, on est tous impliqués là-dedans. Nous aussi dans la salle. 1, il faut être fier. Même si on vit des périodes difficiles, même si on est en période de rupture, on doit demeurer fier. Fier de notre entreprise et fier de notre équipe. 2 têtes à la fierté. On doit s'assurer de protéger notre fierté face à notre organisation et face à notre équipe. 2e, on doit être humble. L'humilité. L'humilité est devenue la qualité première d'un manager qu'on a envie de suivre en 2025. Stratégique. Est-ce que nos managers sont des gens stratégiques? Parce que souvent, on a nommé des managers qui bougent. Ah, ils bougent. C'est incroyable. Ils sont toujours là. Il y a de la merde, il est là. C'est parfait. Mais est-ce que la capacité d'être stratégique, d'aller résoudre le problème à la source pour que ça arrête de générer la merde? Ou il nous dit qu'il n'y a pas le temps? C'est important, la notion de stratégie. Le côté stratégique, là, 4 choses. Il faut arrêter de valoriser nos gens sur leur capacité de bouger, mais plutôt sur la capacité de s'arrêter. Arrêter, regarder, écouter et faire une stratégie. Ça, c'est une preuve de courage. Fait que nous, là, c'est important de nommer et de développer chez nos managers leur capacité à s'arrêter, écouter leur équipe, regarder leur équipe et faire des vraies stratégies avant d'aller sur le terrain de jeu. Dernier point, courageux. Ça ne sert absolument à rien de développer la meilleure des stratégies pour conquérir le marché français si on n'a pas de courage. Ce qu'il faut retenir, en 2025, la performance ne s'exige plus, elle se mérite. Est-ce que notre organisation en ce moment mérite la performance de notre équipe? C'est ça la vraie question, les amis. Donc, Team Factory, qui on est? Bon, on est une méthode appuyée par un logiciel. On a développé notre propre technologie pour favoriser la performance organisationnelle.
Puis, ce qui me rend très fier d'être ici aujourd'hui, on a une mission en tant qu'organisation. Impacter 1 million de collaborateurs à travers le monde en impactant 100 000 managers. Fait qu'aujourd'hui, d'être avec vous, 1500 personnes qui, pour la plupart, font du management, bien, vous m'avez aidé à me rapprocher de mon objectif. Donc, ça a été un super moment que j'ai passé avec vous. Martin de la Roseville. Merci.